YouTube, Christian. Bonsoir tout le monde. J'ai été vraiment flatté que Denis me demande de faire une petite présentation. Moi, je ne suis qu'un photographe et je suis un astronome amateur très basique, mais surtout un amoureux d'images. Et depuis 2015, j'ai eu la chance de rencontrer des gens au Parc national de la Mauricie, puis je suis tombé un petit peu en amour avec l'astrophotographie, malgré que mes débuts n'ont pas commencé là. Ça a été un petit peu plus tard. Donc, je vais vous montrer ma progression en tant qu'astronome amateur et surtout d'astrophotographe durant la soirée. Vous avez ici mes adresses pour mon canal, ma chaîne YouTube et aussi bien mon compte Astrobin pour les photos que je présente. Et voilà, attendez une seconde. Ah, quand j'ai vu cette photo-là sur Internet, je suis parti à rire parce que c'est tellement vrai dans le domaine de la photographie, mais c'est aussi vrai dans le monde de la technologie. Tout le monde a un avis sur ce qu'on fait, peu importe ce qu'on présente, il y a tout le temps quelqu'un qui veut venir nous critiquer, puis peu importe. On a toujours le sentiment que c'est nous autres qui a raison. Même le bon Dieu utilise un Mac et non pas un PC, vous le savez très bien. C'est dans cette approche-là que moi, j'ai eu une réflexion avec le temps. Parce que dans les années 90, 80, moi, j'utilisais du Canon et j'étais un canoniste et non pas un iconiste. Les gens de Nikon, il y avait toujours des balances de blanc, verdâtre et ainsi de suite. Et j'ai appris avec l'expérience que peu importe les outils qu'on utilise, c'est justement un outil, que ce soit un Mac, un PC, un capteur de ZWO ou de QHY, ce n'est pas vraiment important, c'est de connaître notre marteau et de savoir taper sur la tête du clou. Et ça vient avec le temps, avec l'expérience. Et ce qui m'a désolé le plus dans ma vie, parce que moi, j'ai eu mon diplôme du Cégep dans les années 77. En technologie, quand on commence à discuter entre deux gars, on veut toujours avoir raison. Ça ressemble à deux gars dans une taverne qui veulent jouer à celui qui pisse le plus loin. La logique, des fois, nous fait renverser nos discussions. C'est vraiment un peu tannant. Et moi, j'ai lâché prise de beaucoup. Maintenant, j'ai une caméra Sony avec des objectifs de Canon. J'ai un système que vous allez voir dans la présentation avec les caméras de ZWO. J'ai surtout appris à apprendre à développer mes photos avec des logiciels de pointe et c'est ce qu'on va voir ce soir. À mes débuts, je, je fais de la photo depuis toujours. À l'âge de 16 ans, à l'époque, puis vous avez tous connu ça, là, la plupart des gens que je voyais sur la rencontre de ce soir, on a un peu les cheveux salés poivre. On avait des commerces de proximité. Fait que j'avais été m'acheter 2 gallons de peinture blanche à la quincaillerie du coin. Puis le gars à la caisse, il dit: Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, mon petit gars? J'ai dit: Je vais me faire une chambre noire. Fait que j'avais peinturé ma pièce dans le sous-sol pour commencer à faire de la pratique, à faire de la photo noir et blanc. Et c'est là que j'ai initié un de mes grands amis, Luc Leclerc, qui vit maintenant à Havre-Saint-Pierre. Fait qu'on a été ensemble à développer nos photos dans le sous-sol de notre petite demeure. Avec les amateurs du club de photo mauricien à l'époque, en 2015, je leur avais dit: Hey les gars, je dis, le parc national rouvre demain, on devrait aller faire un tour pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec nos appareils. Et effectivement, le parc national, il ouvrait seulement le lendemain. On a été bloqué à la guérite du village de Saint-Mathieu. On amenait nos équipements, trépieds, caméras. On utilisait la règle 500 à l'époque, qui consiste à prendre le coefficient 500 et à diviser notre longueur focale pour avoir un temps d'exposition, pour ne pas avoir des étoiles étirées. En exemple, si on prend 500 puis on divise avec un 24 mm, bien, ça nous donne à peu près 25 secondes d'exposition pour avoir des belles étoiles nettes. C'est un petit peu l'exemple que je vous montre ici. Et par la suite, bon, on a essayé de faire des expositions avec des ISO un peu plus prononcés. Sur la photo de gauche, vous voyez quand même une espèce de lumière jaune. Ça, c'était le poste d'accueil du parc national avec les lumières qui sont allumées toute la nuit. Et vers la droite, j'ai eu la chance, moi, de capter une étoile filante durant une exposition. Ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait voir la réflexion des lacs. C'est un début dans le monde de l'astrophoto avec de la photo normale dite terrestre, avec des expositions un petit peu plus longues et qui sont vraiment très courtes. Quand on considère l'astrophoto, on va y revenir un petit peu plus tard. Une fois que le parc a été vraiment ouvert, là, on a eu la chance de monter sur la montagne la plus haute du parc, qui est au nord du lac Wapizagang, sur le Belvédère. Et moi, j'utilise le logiciel Photopil depuis le tout début. Ça fait une dizaine d'années que je le possède.
où ce qu'on peut vraiment voir d'avance, 2 jours, où va se trouver la Voie lactée, où sont les pluies de météores. Est-il possible un jour de savoir d'avance où est-ce qu'on peut trouver la Lune quelque part? Moi, j'avais fait un calcul il y a 3 ans et demi, en janvier. Si j'étais sur le quai de Percé, je savais 3 mois d'avance que la Lune était pour se lever dans le trou du rocher. La seule chose que je ne savais pas, c'est va-t-il avoir des nuages cette nuit-là? Fait que c'est un super de beau logiciel pour calculer ses prises de vue d'avance. Et je le recommande à tout le monde, ceux qui veulent faire de la photographie, vraiment très intéressant. C'est un beau complément pour un photographe qui aime la photo de tout genre. Fait qu'ici, on voit mes copains qui étaient sur le Belvédère. Et le genre de photo que moi, j'ai pu réussir à l'époque, c'était au-dessus du lac. On voit la Voie lactée. Malheureusement, la pollution lumineuse au-dessus des villes. À la gauche, portion de gauche, on peut percevoir la pollution lumineuse de Shawinigan. Et sur la photo de gauche, en arrière de l'arbre, du feuillu, on voit un peu une lueur là aussi. Ça, c'est la pollution lumineuse de Trois-Rivières. C'est l'impact qu'on peut avoir dans nos environnements urbains. C'est un petit peu dommage, mais on est pris pour vivre avec ça. C'est le genre de photos que j'étais capable de faire en 2015, ça. Et pour se rendre au Belvédère, mais il fallait arrêter au passage le stationnement qui est reconnu par les gens de la région pour les astronomes amateurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer Mario Hébert. Ça a été un impact majeur pour moi. Mario, c'est mon mentor depuis toujours. Un bonhomme avec une bonne amie, une bouille sympathique. Une fois qu'il a fini de programmer sa session de la nuit, ben, il va jaser avec le monde, puis je le comprends. Puis il était venu nous voir au Belvédère. J'avais trouvé ça fort sympathique de sa part. Puis j'ai eu la chance de rencontrer à l'époque Brice Fedeb. Il y avait 6, 7, une dizaine de gars qui avaient installé leurs équipements dans le stationnement, puis ils nous offraient la possibilité de regarder à travers le télescope. Il était ouvert à initier tous les gens. Fait que ça a commencé avec Mario, mon amour, pour voir ce qui se passe dans la nuit. Et tranquillement, pas vite, je me suis équipé avec les moyens du bord pour finir par être équipé adéquatement. Le premier achat que j'ai fait, c'est un petit tracker d'étoiles tout simple euh, qui me donnait la possibilité d'avoir des expositions de 30 secondes, de 60 secondes, de 120 secondes pour une charge une capacité de 5 livres. Donc, au lieu de photographier avec un 14 mm, un énorme grand champ, ben, je pouvais peut-être commencer à m'imaginer travailler mes photos avec un objectif de 85 mm. Ça a été le début de l'aventure pour voir comment on peut contrer la rotation de la Terre et tous les problèmes qui s'ensuivent. Par la suite, on continue de dépenser nos sous, puis on veut faire une mise à jour de l'équipement. Fait que je me suis acheté un autre tracker d'étoiles avec une capacité de payload de 11 livres. Donc là, je pouvais aller chercher 200 mm au lieu d'avoir une 85 ou une 24 mm. Et vous savez comme tous que quand on regarde un réticule dans nos petits trackers d'étoiles, bon, on se casse le cou, on se casse les reins. Moi, je m'étais acheté un coude pour inverser la douleur, puis pouvoir me pencher vers mon oculaire pour aligner mon poste vers l'étoile polaire pour pouvoir faire ma mise en station. C'est l'évolution avec le temps de mon équipement. Et en regardant sur Internet, en faisant des recherches et en essayant d'être encore un peu plus précis, mais on a eu moi, j'ai eu la possibilité de voir un des vidéos de Paul Zelenka où il nous indiquait facilement qu'on pouvait acheter des braquettes en L pour notre caméra, mais qu'on puisse en plus attribuer un télescope de guidage pour en avoir des expositions encore un peu plus longues. Fait que ça a été le début de mes recherches et c'est là que j'ai tombé sur l'Asière. Moi, ce petit module-là, je l'ai trouvé fantastique. J'appelle ce petit module-là l'Asière. C'est l'astronomie pour les nuls. On n'a pas besoin de connaître et d'approfondir les maximes DL de ce monde, tous les drivers ASCOM, les PH2, avoir une connaissance approfondie sur plusieurs logiciels à travers un PC. Moi, j'ai trouvé l'approche de l'Asière vraiment très, très facile, surtout en nomade comme moi. Je n'ai pas de poste d'observation, fait que je me déplace pour le faire. Et j'aimais bien l'approche d'avoir soit un téléphone intelligent ou une tablette pour ce faire. Fait que j'ai commencé tout doucement avec ce type d'équipement-là pour pouvoir contrôler mon télescope de guidage. Mais à l'époque, l'Asière n'était pas
compatible avec les caméras Sony. Donc, j'avais un système semi-automatique. Je pouvais tirer mes expositions, mais je ne pouvais pas contrôler ma caméra. C'est là que j'ai appris, puis depuis toujours, vous le savez, avant qu'on fasse de la photo, nous, on résout des problèmes mécaniques, techniques, électroniques, électriques, de chaleur et ainsi de suite. Fait qu'en ramassant nos billes encore, ben, je me suis acheté une première lunette, un petit EvoStar 80 ED pour un 600 mm de longueur focale. Et là, j'ai commencé à apprendre à voir c'est quoi les problèmes de back focus par rapport à notre plan de caméra et ainsi de suite. Fait que c'est une évolution dans le temps. On est peut-être rendu en 2019, 2020. Et mon petit tracker d'étoiles, avec la charge, ne pouvait plus suffire à la demande. Fait qu'en en concentrant mon budget, ben, j'ai pu m'acheter une monture équatoriale pour pouvoir avoir un suivi encore plus facile vers les objets que je voulais photographier. Fait que j'ai fait l'achat d'un EQ6R Pro pour mon loisir personnel. Fait que les premières fois, on s'était tout près dans la cour à la maison. Là, je ne sais pas pour vous la qualité de l'image, mais vous pouvez voir que le lac en arrière dans ma cour il est gelé, la piscine est gelée. Fait que moi, je m'étais fait un espèce de petit emplacement tout près pour installer mon équipement. Je m'enligne avec mon rasière qui contrôlait la monture, qui contrôlait la bande chauffante, le télescope de guide, mais non pas la caméra. C'est pourquoi vous voyez accrocher un rotateur manuel euh, attaché après la caméra. Fait qu'à l'époque, je ne me souviens pas si c'était au mois de février, au mois de mars, à -10, -15, je me fiais à la grosseur des étoiles derrière mon appareil pour dire que j'étais au foyer. Puis avec le froid, ben, des fois, on prend des décisions qui sont un peu plus rapides. Et la première photo de tout que j'ai réussi à avoir, c'est celle-là ici. Et je vais vous avouer, moi, je me tapais ses cuisses, là. J'étais vraiment fier de voir des nuages gazeux, puis je me trouvais bon. Évidemment, tout le monde se rend compte que c'est une image qui est hors foyer, qu'il y a beaucoup de détails qui ne sont pas perçus, mais mes débuts étaient avec ça, puis j'en suis toujours fier de cette photo-là. Ça a été mon baptême en astrophoto. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à vouloir approfondir les choses beaucoup plus sérieusement. Fait que j'ai continué à peaufiner mes techniques d'acquisition. Je me suis acheté un tiroir à filtre pour pouvoir euh, capter davantage l'hydrogène alpha, l'oxygène 3 avec un filtre L extrême de Optolong. Et je me suis amélioré au niveau du développement de l'image. Mais dans ma recherche, j'ai acheté le livre de Warren Keller que j'ai traduit tout du long. Ça m'a pris à peu près 3 mois à 2, 3 heures par jour. Moi, je suis retraité, fait que j'ai beaucoup de temps. Et ce que j'ai fait, j'ai envoyé une copie de ma traduction, un fichier PDF à Warren Keller à New York. Lui, il a été ébahi, emballé par mes travaux. Ça l'a séduit vraiment. Fait qu'il m'avait offert à l'époque que je devienne son traducteur pour le troisième tome de son livre. Mais est arrivée la pandémie. Et tous les projets de livres et comme tels ont été abandonnés avec le temps. Warren Keller avec Ron Preacher qui demeure à Toronto et son grand copain Peter Proulx à Buffalo ont créé le groupe Master of PixInsight. Et à la base, ce groupe-là voulait rejoindre Adam Block, Rogelio Bernard, Andreo, Warren, Ron, les meilleurs des gens qui connaissent PixInsight pour créer justement le site et comment je pourrais dire, euh, un point d'entraînement, de formation pour maîtriser PixInsight. Malheureusement, Adam Block et Rogelio Bernard, c'est l'eau et le feu. Ces deux gars-là ne sont pas capables de se parler. Ils se détestent au point de. Mais en tout cas, on va laisser faire les commentaires, mais ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Donc, le groupe a été réduit un peu et Warren, avec le temps, m'a déclaré que ça prenait un an et demi de travail pour créer un livre et eux, à l'époque, avaient la possibilité de faire des colloques. Donc, les gens se réunissaient, je ne sais pas, moi, à New York, à Miami, à Toronto ou à Los Angeles durant un long week-end de 3 jours. Tous les participants prenaient un billet d'avion, louaient leurs hôtels, ils se faisaient laver le cerveau justement pendant 36, 40 heures durant les 3 jours, repartaient avec le petit bille, puis essayaient de travailler PixInsight.
L'avantage qu'a donné la pandémie, c'est qu'il y a eu beaucoup de formations par le web, par l'Internet, et le groupe Master of Pix Insight offrait et offre encore toujours à tous les mois des ateliers concernant le logiciel. Au lieu de payer une fortune de billets d'avion et payer un billet d'entrée pour le conventum, eux offrent des ateliers à 35 US par mois pour une conférence de 2 heures qui donne accès aux fichiers et aux spécifications du traitement qu'ils voulaient donner à travers le logiciel. C'est à partir de ce moment-là, moi, que j'ai eu la chance de travailler avec Warren, avec Ron et avec Peter. J'ai travaillé avec eux pendant près de 3 ans. Ça m'a donné la chance de connaître vraiment davantage le logiciel. Et maintenant, j'ai ma propre chaîne YouTube où ce que je donne des trucs pour très bien utiliser ce logiciel-là. C'est un côté où est-ce que j'en suis le plus fier. Ça me fait plaisir de partager mes connaissances aussi là-dessus. Donc, la qualité de mes images a commencé à s'améliorer. Ici, on peut voir Nébuleuse d'Amérique du Nord et le Pélican, et on voit très bien que les étoiles sont un petit peu plus punchées. Et allant bon an, ben, à force de pratiquer, on devient de mieux en mieux et meilleur avec le temps. On continue d'investir et de ramasser nos billes. En tant que retraité, on a un chèque par mois. Puis j'ai finalement converti vers l'achat d'une caméra monochrome. Et je vais vous avouer que Warren Keller, sans me dire que c'était meilleur qu'une caméra couleur, il était très heureux de voir mon acquisition et je vais vous avouer, je suis très fier de mon achat. C'est sûr qu'avec l'hiver qu'on a eu en monochrome, c'est beaucoup plus long que d'utiliser une caméra couleur. Euh, on a moins de temps ou faut mettre plus de temps pour acquérir nos couleurs. Mais là, j'ai la chance de travailler vraiment tout du long avec le système de ZWO, qui est un système fermé. Mais moi, j'aime bien. Je suis avec Apple depuis 1984. Des mondes fermés qui fonctionnent, moi, ça me plaît bien. Fait que, vous pouvez voir ce que j'ai fait comme acquisition dernièrement pour pouvoir travailler davantage mes photos astronomiques. Et j'ai traduit également les deux bouquins de Rogelio Bernard Andreo pour une autre approche au niveau de PixInsight. Puis on finit par voir tous les procédés à l'intérieur du logiciel, mais avec deux visions différentes. Fait que j'avais publié sur mon mur Facebook que j'avais fini la traduction, puis mon Yankee New York il m'a averti, il dit, Christian, il dit, ce serait peut-être mieux de retirer ta publicité, ta publication. Il dit, le petit espagnol, il dit, je le connais, puis il dit, il va tout te faire une guerre pas, juridique parce que tu as touché un petit peu à son environnement, alors que je trouvais ça un petit peu particulier, mais chacun a son nombril dans le domaine. Vous en connaissez sans doute, vous aussi, des gens qui se prétendent être meilleurs que d'autres. On continue d'investir. Je me suis acheté un Newton il y a un an de TS Photon, un 1000 mm, un 10 pouces, euh, que j'aime beaucoup. Influencé par Mario Hébert. Mario avait un Newton aussi, puis je le regarde aller, puis j'essaye de le copier un peu. Vraiment une belle source de motivation. Puis on jase ensemble tranquillement, pas vite, puis il me donne des conseils vraiment judicieux. Fait que ça me donne une autre approche pour mes équipements. Fait que vous voyez ici avec ma monture équatoriale, ma caméra monochrome, un petit télescope 120 mm que j'ai acheté, que j'ai changé, parce qu'avec un 120 mm pour un ratio de 1000 mm, on est à la limite pour le guidage. Fait que je me suis acheté un autre télescope que je vais vous montrer dans quelques instants. Et j'ai appris à faire la collimation et ça, c'est tout un métier. J'ai suivi les traces de Mario et je me suis acheté le système de Cat Eyes que j'aime beaucoup. Une fois qu'on a compris un peu comment fonctionnait la réflexion à travers nos miroirs, ça nous donne la chance d'avoir des images beaucoup plus précises. Et le dessin technique que vous voyez là, c'est une copie qui vient du livre avec l'équipement, mais c'est moi qui l'ai réalisé avec le logiciel Affinity Designer. Moi, j'apprends beaucoup à écrire, à dessiner, à utiliser mes mains, à prendre des notes. Ça me reste dans la tête plus longtemps. Ça m'a aidé à comprendre davantage la connivation de mon Newton. Dernière acquisition, je me suis acheté un petit 230 mm qui fait en sorte qu'en astrophoto, c'est un grand angle et en photo terrestre, c'est un téléobjectif. Le monde à l'envers.
Fait que ça, c'est la dernière acquisition que j'ai faite avec un petit moteur pour contrôler la mise au point de mon Ascar FMA 230 mm. Le télescope de guidage qui est au-dessus fait un petit peu monstrueux. C'est un 240 mm. Lui, il est plus gros que mon télescope qui est en dessous. Ils fonctionnent très bien ensemble. C'est la dernière acquisition que j'ai faite. L'avant-dernière. C'est vrai, je me suis acheté un autre télescope que je vais vous montrer. Fait que, avec le club de photo Jupiter de la région de Trois-Rivières, on fait des activités avec les gens du public. Puis on est allé un soir au camping de la rivière Batiscan pour aller faire une démonstration comment capter des images. Le soir, Thomas Collin avait fait une conférence au préalable quelques heures avant, à l'heure du souper, puis les gens venaient nous voir pour nous poser des questions. Et Yvan Cossette, que vous voyez à la gauche, c'est un de mes grands amis en photo. Lui a fait cette capture-là. C'est une shot. C'est une prise de 40 secondes environ. Tabarouette, le petit maudit, il était capable de voir la Voie lactée malgré tout, que nous, on avait peine et de misère à voir. Les gens qui faisaient de l'observation avec nous ce soir-là, du moment que la Lune s'est levée, ont commencé à ranger les équipements. Moi, j'ai fait de la capture peut-être une heure de plus qu'eux. Après, on est rentré à la maison, mais c'est vraiment plaisant d'aller jaser avec les gens d'astro. Il y avait des- La petite fille, moi, m'a fait tellement rire cette fois-là. Elle voulait voir des étoiles, puis sa mère était à côté. Elle dit, ma pauvre enfant, elle dit, je pense que tu vas dormir avant que, avant que tu puisses les voir. Mais ça attisait la curiosité de tous. Puis à travers l'équipement de l'Asia, mais je pouvais présenter mes captures avec ma tablette aux gens qui étaient tout près de moi. Et mon dernière réquisition, ben, c'est un Maxutov, un 1800 mm, un F12 que je n'ai pas fini encore de peaufiner pour l'installation avec la caméra, mais j'ai reçu mes anneaux de Parallax Instruments des États-Unis pour pouvoir mieux équiper ma caméra de guidage et ainsi de suite. Fait que c'est pour faire un peu de planétaire, pour faire surtout de la recherche à savoir si ça peut être efficace. Fait que j'ai eu la chance d'acheter cet instrument-là sur le marché secondaire qui m'a coûté moins cher. Fait que ça compte pas mal tous mes besoins pour le moment. Là, maintenant, je vais vous présenter des images que j'ai traitées euh, dans le temps. Peter Proulx, il y a peut-être un an et demi, il dit, Christian, il dit, on ne voit jamais développement de tes photos avec des nébuleuses sombres. Il m'avait lancé un défi. Fait que j'avais été chercher ces données-là à Telescope Live. C'est Bernard 228. Et de fil en aiguille, ben, aller chercher les nuances quand on est presque juste au-dessus du niveau du bruit. Le défi est tout là. Vous le savez très bien, vous aussi. Vous êtes dans le domaine. Fait que c'est un résultat que je trouvais vraiment intéressant à la fin. Et ici, ben ça, c'est une de mes captures à moi avec mon Newton, c'est C4, l'Iris, avec ses nuages foncés également. Vraiment fier de pouvoir voir les petites nuances autant dans les côtés sombres de cette image ou les nuages un peu plus pâles, un peu plus illuminés. Euh, C'est une acquisition que j'ai faite il y a peut-être 18 mois, 20 mois, je ne me souviens plus exactement de la date. Fait que là, je vais vous présenter une vingtaine de captures pour discuter un petit peu de l'évolution de ma façon de faire. Ici, on voit le voile sans étoile dans les couleurs qu'on est habitué de voir. Le rouge, le bleu sarcelle qu'on voit normalement. Mais comme je disais avant la conférence à Denis, j'ai fait un autre exemple que je vais présenter la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube. On a exactement la même capture, mais en utilisant seulement les couches hydrogène alpha et O3. Et Bell Blanchard a mis à jour ces expressions pixelmat pour pouvoir convertir ces deux couches-là en SHO, où ce qu'on voit pas mal de détails dans les nuages, très, très, très peu visibles dans la couche rouge et bleu que je vous ai présenté précédemment. C'est une très, très, très belle mise à niveau au niveau de l'expression. Puis on peut définir nos images euh, vraiment d'une façon, moi, je trouve foudroyante. Prime abord, il faut aimer la palette Hubble. Moi, j'aime bien le SHO. Vous allez le voir durant la soirée. C'est un type de couleur qui me plaît bien. La première galaxie que j'ai eu la chance de capter et de développer avec une certaine précision et une certaine qualité photo, c'est C38, belle galaxie oblique avec mon Newton.
très fier. Mon ciel est un petit peu foncé, mais malgré tout, content du résultat. Dans Cassiope, le Fantôme, IC63, en... avec un impact SHO. Euh, des couleurs vraiment intéressantes. Encore avec mon Newton personnel. J'aime bien cet appareil-là. Et on va aller vers Télescope Live, une belle capture de la tête de cheval avec nébuleuse de la flamme en HOO pour voir l'hydrogène alpha, les nuages de cette région. Ça, cette image-là a un impact en ce qui me concerne. Je l'ai recapté, moi, avec mon EvoStar. On la voit moins souvent dans cet angle-là. Et ici, vous avez une teinte SHO que j'aime bien appliquer à mes images. On voit quand même des effets intéressants au niveau des nuages, la radiation et ainsi de suite. On la voit plus souvent dans cet angle-là. Ici, on est en LRVB avec une définition intéressante. Les couleurs assez bien. Moi, j'ai eu des critiques de Warren Keller quand je l'ai publié, puis ils trouvaient, eux autres, ils ont des yeux de lynx, ça fait quand même 15-20 ans qu'ils en font. Fait qu'ils voient un petit peu des nuances lorsqu'on a une dominance qui est particulière, mais on voit quand même une très belle définition. Le bruit est quasiment disparu tout partout. Ça fait différent de ma première photo de la rosette que je vous ai montrée au tout début. Et à travers mon petit télescope Oscar FMI 230, quand je vous disais que Télescope Live avait influencé un peu ma vision, j'ai capté la tête de cheval, mais j'ai inclus Orion dans ma capture. Il y a vraiment une très belle nébulosité dans ce type d'image-là. Ce petit télescope-là, il est vraiment frappant là, pour le rapport qualité-prix. Une très belle machine en mode nomade qui n'est pas trop pesante puis qui est très, très, très efficace. On a ici l'équivalent en LRVB qui donne un impact intéressant, je dirais. Ici, la méduse, avec ses voisins, normalement, on voit souvent, souvent que la méduse en plus grand plan. Fait que ici, j'étais vraiment fier. Un traitement en deux étapes parce que c'est très facile de brûler la méduse par rapport au nuage à la gauche. Il manque un peu d'heures d'acquisition, mais c'est une cible que je garde dans mes données et qui est à peaufiner avec le temps. J'aime bien la Lune. Ici, moi, toutes les fois que je fais des captures de Lune, c'est des fusions de plusieurs dizaines, souvent des centaines d'images fusionnées une par-dessus l'autre pour avoir plus de détails au niveau des cratères et ainsi de suite. Puis, c'est une portion d'un des procédés de PixInsight qui me fait euh, donner un meilleur choix dans mes calibrations et ainsi de suite. Puis j'avais présenté cette photo-là aux membres du club de photo mauricien. Puis il y en a un, il dit, Christian, il dit, on peut voir le lemme sur ta photo. Fait que pour ceux qui connaissent les endroits où est-ce que c'est placé, en jetant un coup d'œil vraiment particulier, on peut le retrouver. Mais c'est sûr que le lemme, on le voit du dessus, il est très difficile à voir, là. Il y a une espèce de cratère noir dans le centre, pas le plus gros à gauche, là, mais la mer, je veux dire, mais celle qui est à droite, le lemme est tout près de cette région-là et on peut le percevoir. J'aime bien les contrastes de mes cratères sur cette photo-là. M16, la nébuleuse de l'Aigle, que j'ai refait à de multiples reprises au niveau du traitement avec l'approche de Russell Croman et Blur Exterminator. J'ai refait tous mes traitements au complet de toutes les données que j'ai acquises depuis les 4 dernières années. Son module de déconvolution est impressionnant. C'est peut-être pas la meilleure image des piliers de la création que vous voyez là, mais quand même satisfait de mon traitement. Une de mes fiertés, le triplet du lion et la galaxie de Jamberger, vraiment une belle approche. Le ciel, on voit quand même un peu de IFN, les, voyons, je me souviens plus du terme en français, mais on voit quand même l'intégration des nuages de poussière. Je suis vraiment très, très, très fier de cette photo également. Télescope Live, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps d'acquisition de qualité cette année,
pour me donner la chance de travailler avec des images de CCD qui sont assez amochées, là. Ceux qui vont acheter les archives là-bas, vous allez voir que des fois, il y a un peu de travail à faire, mais vraiment fier de cette galaxie spirale barrée qui me donne belle qualité d'image. La rosette que j'aime bien, celle-ci, je l'ai captée avec mon EvoStar 80D, mon 500, mon 600 mm en SHO. Je l'ai poussé à l'extrême. C'est mon avatar, ça, au niveau de mes réseaux sociaux. Sur Facebook, c'est cette photo-là que vous voyez. Moi, en la mettant dans cet angle-là, je ne vois plus de rose, je ne vois qu'un crâne. Et mon ami Peter Proulx, depuis que lui aussi, son avatar, c'est cette photo-là, on a de la misère à ne plus voir la rose de la rosette, dépendamment de l'angle de point de vue. Si j'appuie sur l'autre, ici, on voit exactement la rosette aussi, mais avec mon grand angle, mon 230 mm, avec les nuages qui sont assez prédominants tout le tour, c'est une autre dimension de cette nébuleuse. Une des très belles qu'on peut voir l'hiver, vous le savez bien. Mois de novembre passé, c'est un peu moche. Le temps des fêtes approchait, j'ai dit, tiens, on va aller chercher l'arbre de Noël. Je l'ai travaillé avec PixInsight, évidemment, et je l'ai terminé dans Affinity Photo pour aller chercher des détails dans les nuages. J'avais souhaité un bon temps des fêtes à mes amis à l'époque, au mois de novembre, décembre passé. L'avantage de Télescope Live, c'est qu'on peut aller chercher des nébuleuses qui ne sont pas visibles dans l'hémisphère nord. Fait que j'avais vu la Statue de Liberté ici, que j'avais trouvé vraiment fort intéressante. Fait que c'est un plus d'être abonné à ce type de service-là pour nous aider à garder notre qualité de traitement avec les logiciels qu'on utilise, mais pour voir aussi de très belles choses que, à part le fait de voyager, on ne puisse voir dans notre environnement à nous. Ici, la nébuleuse du Rim, une portion des dragons qui se battent, les Fighting Dragons, vraiment intéressant au niveau du développement. C'est là que j'avais commencé à travailler avec Blur Exterminator également. Euh, on peut voir de très belles dimensions à travers tout cet super univers qui nous entoure. C'est vraiment emballant pour ma part. Ici, on a NCG 6729. J'ai travaillé la finalité de ce traitement-là dans Affinity Photo. Denis, c'est pour toi que je parle, là. On est capable d'aller chercher avec un HDR 32 bits dans Affinity Photo des détails subtils dans les nuages. Et j'ai été capable d'aller chercher vraiment des beaux filaments qui se propagent dans cette photo-là. Puis, je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais moi, dans le centre, carrément dans le centre, je vois un masque africain, je vois un visage. Depuis que j'ai vu ça, je suis plus fier de rien voir d'autre. Je ne sais pas quel astre qu'on a dans le centre, mais moi, je vois un masque. Et je trouve que la définition des nuages blanches, le bleu, est vraiment intéressant. Un CG 7822 qui vient de mon Newton, en jouant avec les couleurs de la palette SHO encore, en utilisant des masques de couleurs qu'on peut pousser davantage à saturation. Le point de vue artistique là-dedans, c'est vraiment personnel et particulier. On aime ou on n'aime pas. Mais c'est une photo qui fait en sorte que je suis quand même fier pour la quantité de données que j'ai acquises. Je suis capable de peaufiner mes détails davantage aujourd'hui qu'à mes tout débuts. Mon petit Ascar FME 300, 230, on voit ici la nébuleuse La Tulipe et je ne croyais jamais que dans notre Voie lactée, qu'on ait autant de variations de nuages gazeux. C'est impressionnant, ce type de capture-là. Moi et Pierre Frigon, un ami qu'on a au Club de Trois-Rivières, on s'impacte un et l'autre par rapport à nos captures et on a beaucoup de défis ensemble. Puis je trouve ça vraiment très intéressant. Vous allez avoir la chance, je crois, de rencontrer Pierre à l'Achéique qui va démontrer un voyage de toutes les images qu'il a captées dans notre Voie lactée. C'est vraiment un beau voyage à faire.
Ici, la nébuleuse du Lion, certaines images, on est tellement près du Lion qu'on ne le voit pas. Ici, on est un petit peu plus reculé et je peux voir facilement la queue du lion et je vois trois pattes dans les bleus, dans l'oxygène 3 et un semblant de tête un peu le poil fourni tout croche, mais on peut comprendre un peu pourquoi les gens peuvent nommer cette nébuleuse-là la nébuleuse du Lion. Ici, il y a la pince de crabe et de la nébuleuse de la grotte, encore une fois avec mon FME 230 mm en SHO. Je commence à me trahir, mais j'aime bien cette palette de couleurs. C'est moins de travail d'acquisition que les couches LRVB, et dépendamment de la température et des possibilités qu'on a, mais on choisit les couleurs que l'on peut se produire avec le temps d'acquisition. Si vous avez l'âme et la nébuleuse du cœur, j'ai commencé à être en mesure de pouvoir créer des tunnels de 3 dimensions dans mes images à 2 dimensions. Le peaufinement commence à se réaliser d'une belle façon. Le Tap Hole, euh, IC405 et IC417 encore avec mon FMA 230 en SHO. Euh, Vraiment intéressant. Quelques heures supplémentaires. Ici, les étoiles sont encore magenta. Le traitement n'a pas été complété comme certains le souhaitent avec des images RVB. Ça va venir avec l'acquisition de données justement en rouge, vert et bleu dans l'avenir. Le dauphin que j'ai réussi à acquérir les données avec Telescope Live, un excellent défi, très difficile à réaliser, ce qui me pousse à prendre le temps. Vous le savez, vous aussi, le développement de nos photos, ça ne se fait pas dans 30 minutes, ça ne se fait pas dans 2 heures, ça peut être des heures et des heures de travail en acquisition, en traitement aussi. Le défi est tout là, mais lorsqu'on a réalisé un résultat qui nous plaît, mais on ne peut être que plus fiers de nous-mêmes. Et Denis, mon cher Denis, que j'aime bien, Denis m'avait contacté. Il dit, Christian, il dit, Colin, il dit, les procédés de Warren Keller dans son livre pour les comètes, ça ne fonctionne pas. Il dit, ça serait peut-être intéressant que tu fasses un tutoriel là-dessus. Puis moi, les comètes, ça m'intéressait, mais plus ou moins. Mais je trouvais le défi de Denis intéressant pour enligner nos façons de faire pour compléter des belles images de comètes. Fait que ça, c'est celle que j'ai eu la chance de réaliser en allant chez ma fille qui demeure juste à côté du Parc national de la Mauricie. C'est 2 heures d'acquisition en rouge, vert et bleu. Et en faisant un tutoriel pour aider les gens dans le domaine de l'astrophoto, ben, est en mesure de compléter cette belle image. J'en suis vraiment fier. On voit quand même le cœur et quelques lignées de lumière fort intéressantes. Une autre façon d'apprendre davantage en relevant les défis que les gens me portent, je trouve ça vraiment plaisant aussi. Et ma petite dernière que j'ai pris de Telescope Live, le casque de Thor. Moi, j'ai été vraiment ravi de voir la possibilité que je pouvais donner à cette image. Les nuages, c'est très bas pour nous au Québec. Je crois que ça ne monte pas plus haut que 20 degrés, fait que c'est plus difficile en ce qui concerne notre acquisition personnelle, mais elle est possible. J'ai vu Réal Gauvin dernièrement en poster une sur Facebook. Les résultats sont fort intéressants. Et évidemment, il faut mettre le temps qu'il faut pour avoir des données, pour nous donner un rendu acceptable et apprécié. Ça termine ma présentation des photos. Fait que si vous voulez qu'on discute entre nous, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions concernant l'Asière, entre autres, ou tout genre de questions que vous avez. Je vous remercie de m'avoir écouté si patiemment. Je ne suis Super qu'un simple intéressant. photographe. Super intéressant, Christian. Écoute, tes images me font baver, là. Euh, Ouais. j'ai quand même quelques questions. On va commencer le bal, vu qu'on est rendu aux questions. Dans Ah, ta roue à filtre, c'est des quel diamètre tes filtres, toi? Pour moi, ta c'est LASI? des 2 pouces. C'est des 50 millimètres. Ouais, des 2 pouces, ouais. C'est Optolong? Oui, C'est oui. des. C'est-tu tout le kit à LRGB et narrowband ou juste une narrowband, quoi?
Non, c'est LRGB ordinaire, puis mon Narrowband, mon SHO sont en 3 mm. J'ai la dernière version. J'ai eu la version 7,5 mm et 6 mm, là, selon le souffle ou l'oxygène. Je me rappelle plus des deux, là, mais là, je suis rendu avec le 3 mm pour les trois. Et toi, dans millimètre d'épaisseur ou Non, je te parle de la nanomètre? bande passante dans le Ah, OK. Narrowband. C'est nanomètre. C'est nanomètre. Oui, OK. nanomètre, là, je suis à 3 nanos pour mes SHO maintenant. C'est plus long l'acquisition, mais le contraste est meilleur. OK. Ben, je pense que Edith, elle nous a rendu, tu avais des Atlia, je pense, hein, Edith, toi que tu as acheté. Oui, c'est des 3 nanomètres, mais j'ai seulement acheté le SHO. J'ai pas encore acheté les autres, là. OK. Mais ça vient-tu dans un kit, ça, Christian, ou tu les achètes séparés? Ben, ça coûte moins cher en kit. OK. Moi, je vais t'avouer, là, Denis, quand je travaillais avec Warren puis tout ça, je ne voulais pas avoir d'argent. Ça ne me tentait pas de payer d'impôts. Mais il m'a acheté de l'équipement. Fait Ah, que les fils, c'est mes amis des États-Unis qui me les ont fournis. c'est bon d'avoir Pour les le, tra- contacts, hein? pour le travail que je faisais pour eux autres. C'est une belle Euh, façon de, c'est une belle façon de travailler. Oui, oui, oui. Ah, si je peux partager mon écran, Denis, j'ai oublié de vous montrer ma chaîne YouTube pour les gens qui seraient intéressés, là. ouais, partage-les. Ça ne sera pas long. Ça sera pas Oh, long. on n'est pas pressé. Ah, je suis un mauvais vendeur, écoute. Parler de moi, c'est le fun, là, mais pas trop longtemps. Ouais, Vous présente ta voyez, chaîne YouTube. vous voyez ici ma chaîne YouTube que ça fait un an là, que je présente des. Ça va faire un an bientôt que je présente des vidéos, des tutoriels sur PixInsight. Et dans ma liste de lecture à moi, ben, il y a mes méthodes de PixInsight. Et si on remonte dans le temps pour les gens qui veulent, c'est vraiment la technique que j'ai appris avec Warren et Ron Preacher. Là, on part de la base jusqu'à la fin du traitement. Fait que ceux qui seraient intéressés à remonter dans le temps, le premier de tout, c'est DBE. Il va reculer, vous monter dans le temps pour voir ce qu'on peut faire avec ce logiciel-là. Mais si vous voulez voir toute la structure d'un développement monochrome et couleur, parce que ça se combine à un moment donné, je vous recommande de commencer avec WBBP et de remonter dans le temps tranquillement, pas vite. J'ai cumulé mes données ce matin. Je suis rendu à 8 heures de tutoriel gratuit que j'offre sur le développement de PixInsight. Et à toutes les semaines, ben, je réfléchis à des données, des astuces qu'on ne voit pas souvent sur la toile. Je complète ce que je vois de Warren ou de Adam Block et un peu de mon cru. Denis, quand je te disais là, que moi, je fais 98% dans PixInsight puis 3% dans Affinity Photo, tu vois ici le tone mapping persona, là. Si Mhm. tu vas voir cette portion-là, c'est là que je vais chercher tous mes détails dans les nuages de nébuleuse à travers le HDR 32 bits dans OK. Affinity Photo. Et des fois, je vois des détails beaucoup plus poussés à travers Affinity Photo que qu'est-ce que PixInsight peut me produire. Fait que moi, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil puis de vous abonner. Si ça me fait plaisir de donner mes petits trucs de PixInsight, puis c'est pour la communauté, puis je En réponds. passant, Christian, avant de quitter, va donc sur Discord. J'ai mis ta page dans PixInsight. Je vais juste montrer un peu là, comment je l'ai OK. monté. Là. Fait que va OK. dans Discord, va dans la section PixInsight. Ce sera pas long. Ouais. En passant, laissez votre Discord ouvert parce que si on fait des lives, ben, on vous envoie un message à everyone. Mais si votre Discord est fermé, vous ne le recevrez pas. Va encore, descends en bas, là, c'est dans la section logiciel. Descends encore. Logiciel, va cliquer sur PixInsight. Monte, monte. Oui, clique sur ça. Tu es quelque part dans ça. Redescends en bas, parce que c'est un des premiers que je t'ai mis. Bon, du textuel, il n'y a pas le paradis. Si vous voulez apprendre comment utiliser PixInsight, Paul Paradis a fait une série de tutoriels super bien. On fournit également des images. Il explique tout de A à Z. Vous allez avoir un bon départ à partir de vos images jusqu'au traitement final. Puis Christian, lui, il a également des logiciels. Va cliquer sur ta série, c'est ça. Clique sur ça. Clique sur le lien. Exactement. Moi, j'ai tout mis ça dans une page web.
exactement dans la série que Christian me a présentée. Ça, c'est des signets rapides. Si vous cliquez sur ça en bleu, ça vous amène tout de suite à la section. Fait que je suis à date présentement. Fait que toutes les vidéos sont dans la même page. Également, si Christian fournit des fichiers pour PixInsight ou des images, tout est là. Fait que dans le fond, c'est que j'ai tout appris ces tutos, j'ai tout mis ça dans une même page à son nom. Puis moi, je suis en train d'étudier ces tutoriels. Je suis rendu pas mal passé la moitié. Puis souvent, j'ai affaire à revenir dans les précédents parce que il avait expliqué ça à telle place. Je vais regarder encore ce petit bout-là. Et ça m'aide beaucoup à comprendre en ayant tout ça dans la même page. J'ai fait la même chose pour Paul Paradis puis d'autres. Là. Fait que allez voir ceux qui veulent apprendre PixInsight puis pratiquer avec des tutoriels en français là, parce que la plupart sont en anglais. Mais ça en français, c'est vraiment bien fait. Là. Moi, félicitations, Christian. Là. Je suis toujours en train de me battre pour le monde et d'inciter à en faire des tutos parce que je trouve que c'est important. Là. Mais en tout cas, tout est disponible sur le Discord dans la section PixInsight. Je vais arrêter le partage d'écran. Je te laisse le contrôle de nez. C'est bon. Fait que, là, si vous avez des questions, moi j'ai une autre question. Je vais laisser passer les autres. Ton ASCAR 230 mm, c'est quoi la longueur focale de ça? Excuse, le rapport focal? C'est 50 mm de diamètre, ça que tu veux dire? 50 mm, mais il est F quoi? Il est F5, F4? Ben, 230 divisé par 5, 50, ça fait quoi? Ça fait 4, 4.2, 4.3? 4.2, OK. 50 À peu près, là. Parce que je regardais des détails de ça, là, c'est à couper le souffle. Oui, c'est intéressant au niveau de l'image. Je suis à la limite du sous-échantillonnage, du on-sampling, mais on est capable de se débrouiller pas mal. En installant Drizzle, là, dans certains cas limites, l'image redevient très belle. C'est vraiment super. Par rapport à ma caméra, on s'entend, là. Moi, j'ai une 2600 même. Je ne suis pas sûr du résultat avec un full frame, par exemple. Mais non, je suis vraiment très heureux de ce petit télescope-là. Il était impressionnant. J'ai fait affaire avec un gars pas loin de l'Ukraine pour ses impressions 3D, pour la mise au point avec une courroie et tout ça. Là, je peux aller voir dans mes courriels, je peux te donner le nom. Parce que la mise au point, pour l'avoir avec un moteur électronique, c'est quand même intéressant. Là. Tu peux l'envoyer sur Discord, hein? Ouais, pour que tout le monde puisse le voir. Là. ouais, ouais. Les ASCAR sont vraiment populaires en ce moment. Oui, c'est vraiment des bons instruments. Ils sont bien faits. En tout cas, je les trouve beaux en look, mais qualité optique, c'est ça qui est important, c'est de regarder les résultats. Là. C'est Deep Sky Dad, le gars, pas loin de l'Ukraine, qui fait ces petits plugins-là. Ils les adaptent pour plusieurs télescopes, pas seulement le 230. Tu as plusieurs compagnies. Fait que lui, il fait plusieurs adaptateurs pour les mises au point automatiques. Avec les ASIA? Avec la ZIA, oui. OK. Puis c'est ce que c'est quand même, avec ce qui se passe là-bas, c'est quand même facile d'obtenir, ça, si quelqu'un fait affaire? Moi, au tout début, tu sais, j'avais une crainte. J'ai envoyé mon argent, là, puis et je dis, que je me suis fait avoir. Mais j'ai écrit. Il dit, Christian, parce que j'en ai 3 semaines de l'autre avant de faire le tien. Ah! Il en avait par-dessus les oreilles, puis il me l'a envoyé. Ça m'a pris 2 mois. J'ai reçu l'équipement, je l'ai installé, ça fonctionne hyper bien. Fait que je contrôle tout du long, autant la mise au point de mon 230. L'Asière est là, tout est dedans. C'est sûr que tu es mal pris un petit peu avec leurs équipements, mais tout fonctionne vraiment très bien. Puis moi, je trouve que c'est des équipements professionnels quand même. Là. Vraiment très choyé de la qualité de leurs produits. J'ai pas eu de problème. J'ai eu un problème avec un espèce de. J'ai eu à un moment donné de l'huile qui a coulé sur mon capteur. Là. Puis il était sous garantie. J'ai eu une caméra neuve en dedans de 2 semaines. David Astro à Montréal, il était impeccable là-dessus. Là. Il dit, Christian, il dit, nettoie, il n'est pas. Il dit, c'est sous garantie. Il a dit, j'ai envoyé ton dossier à la compagnie. Il dit, tu vois ta caméra dans 2 semaines. Fait que j'ai une nouvelle caméra. Là. Moi, j'ai eu beaucoup de cas de Roger Ménard, ça y est arrivé. Puis il y en a de Denis Coyette aussi. L'espèce d'huile-là, ça vient de où, ça? Ah, Colin, Mario est en ligne avec nous autres. Il m'a dit bonjour tantôt. Mario, lui, il est là, il a un Mario. problème. Mario Hébert. Là.
Il y a eu le même phénomène avec un de ces QHY. C'est des Ah oui? pads. C'est des pads qui isolent entre les deux, là, entre la chambre. Puis des fois, tu as une espèce de condensation qui se fait là-dedans. Puis le discussion, il dit, ça se nettoie très bien, là. Moi, ça fait 15 ans que je nettoie mes caméras Canon puis Sony moi-même, là. J'aurais pu le faire, le travail. Mais j'ai eu la chance d'avoir une caméra neuve. Fait que j'ai dit, OK, let's go. Pourquoi pas? Fait que là, j'ai une caméra neuve. Je vais attendre que celle-là coule dans 2, 3 ans. Je sais pas, là. Avec Mais ton kit Easier, là, c'est quoi des pros et des avantages et des inconvénients de ce système-là? l'avantage, c'est comme je te disais, moi, je ne connais pas Maxime DL, je ne connais pas Nina. Je ne me suis pas cassé la tête à apprendre tous les logiciels nécessaires à faire de l'acquisition. C'est pour ça que je me considère comme un photographe et non pas un astronome comme bien du monde qu'il y a ici ce soir, là, où vous avez eu la chance ou l'inconvénient d'apprendre tout ça. Par contre, quand on connaît chacun des détails, on est plus en mesure de réparer des problèmes plus pointus. Ça, j'en conviens. Mais moi, ce que j'aime, c'est le plug and play de l'Asière. L'inconvénient, c'est que tu es renfermé dans son monde. Mais comme je disais, moi, je suis avec Apple depuis 84. Je m'en fous d'être dans un monde fermé quand ça marche. Je ne veux pas savoir comment ça marche. Je veux que ça marche. Ça, c'est ma philosophie à moi. Mais il faut apprendre à se dépanner aussi parce qu'il y a quand même des petits bugs. Peu importe l'équipement, il y a un soir qu'un fil qui est relâché avant de le trouver. Une fois, j'avais oublié d'enlever une bague. Je plus à mon 55 mm de back focus. J'ai perdu 3 heures avant de deviner que ma maudite bague, j'avais oublié de l'enlever. C'est toujours une petite niaiserie qui nous fait bloquer la plupart du temps. Mais on a tous vécu ça. Il y a Moi, des j'aime. problèmes avec la communication aussi que j'ai entendu parler là, Non, ça, entre oui, puis non, il l'iPad. faut faire attention. Moi, j'ai fait modifier mon module. Mon antenne est extérieure maintenant, mais je vais m'acheter un autre. Il y a le Laser Plus maintenant qui n'a pas ce problème-là. Euh, c'est sûr que si on se met très loin, tu vas dépasser ta limite du Wi-Fi qui génère. Mais j'ai vécu ce problème-là, mais je l'ai réglé assez facilement parce que moi, quand je suis soit chez moi ou chez ma fille, j'ai un répéteur, je vous l'ai montré dans la conférence d'édite. J'ai un petit répéteur, puis j'ai un câble Ethernet qui s'en va jusqu'à l'Asière. Fait que je suis capable de prendre le réseau local de ma maison et de le brider, si tu veux, avec celui de l'Asière. Ça va très bien. Puis dans le bois, Pierre Frigon, lui, il s'est mis des répéteurs avec des antennes vraiment puissantes, avec un câble coaxial. Il l'a expliqué l'année passée à la CAIC. On a des moyens d'augmenter la capacité. Mais c'est sûr que ce n'est pas une antenne de télévision, là, c'est un petit Asière, là. Mais moi, j'ai pas le. J'ai vu sur des forums ce que tu dis, des problèmes de communication, mais le drop, il n'arrive pas si souvent que ça. De Pas toute dans mon façon, véhicule. de toute façon, si tu fais la communication, l'image se prend pareil, là. Oui, C'est juste parce que tu n'as plus de contact avec ton iPad. oui. Tu OK. sais, quand je vais avoir mon deuxième module tantôt, là, je vais avoir le même logiciel, je vais avoir un bouton pour swapper entre mes deux télescopes. Mais une fois qu'il est programmé, comme tu dis, tu vas te coucher puis tu vas récupérer tes clés USB ou tes cartes micro SD le lendemain matin, puis tu fais ton traitement, puis tu n'es pas Ça, c'est obligé d'être toujours là. le logiciel de ZWO, il fait tout, lui. Calibrations astrométriques, l'autoguidage, prendre la photo, il fait tout. Ben, il fait tout. Moi, je suis manuel là-dessus. Moi, mes images de calibration, je les classe à part sur ma clé USB, puis je fais ma calibration avec PixInsight. Je En fais pas autoguidage. je fais pas de l'autostacking dans l'asière. Moi, cette OK. portion-là, je ne l'aime pas. Mais je ne l'aime pas. Je ne l'utilise pas. C'est pas qu'elle n'est pas bonne. Moi, j'y vais straight. Mais je ne prends pas de flat tant que je n'ai pas de poussière, moi. Je ne prends pas de flat à toutes les sessions. Je ne prends pas de dark. Je prends des darks aux 4 mois. Fait que les bias, ils t'offrent 6 mois. Moi, tant que ma caméra n'a pas vieilli assez, je n'ai pas à refaire toutes ces captures d'images de calibration-là. Par contre, si j'ai une poussière, et quand là, je vais faire le flat le matin quand le soleil se lève. Là, ça vaut la peine. Puis il faut nettoyer sa roue à filtre. Tu sais, en nomade, quand tu as un poste d'observatoire, il y a un monsieur au Mexique qui disait qu'il y a un peu de problème de poussière, je peux le comprendre. Mais en nomade, on a davantage de possibilités d'avoir de la poussière. La poussière, ça ne dort jamais, mais c'est assez rare. Moi, j'ai des données de calibration qui datent de plusieurs mois. Après 6 mois, là, je commence à réfléchir pour mes darks. Mais
Fait que je prends mes captures de light, peu importe le filtre, je les accumule sur mon ordinateur le lendemain ou le surlendemain. Je devrais être plus calme, moins vite là-dessus. On est tout le temps pressé de voir ce qu'on a, là. À tête reposée, c'est toujours meilleur. Ça, c'est un défaut qu'on a parce qu'on veut avoir notre résultat plus rapidement. Mais j'adore ce petit système-là. Une fois qu'on a passé la courbe d'apprentissage du petit Asière, tout roule tout seul. Ils ont fait des mises à jour incroyables au niveau de la carte de données qu'il y a à l'intérieur. Tu n'es pas obligé de connaître ton ciel, là. Tu fais une recherche sur une nébuleuse, puis il va le pointer. Il s'agit juste de faire sa mise en station qui prend 5-10 minutes au début de la soirée. Ceux qui ont des observatoires, vous n'avez plus besoin de le faire. Vous l'avez fait à moins qu'il y ait un méchant coup de vent et que votre cabane a tassé de 2 pieds, là. Mais une fois que la mise en station est faite et qu'on l'enligne sur une étoile pour confirmer notre plate solving, il se reconnaît à travers l'hémisphère au complet très facilement. Il va très, très, très bien. C'est surprenant. Okay. Une question de Stéphane. Steph? Oui, bonsoir. Oui, c'est Stéphane. Je suis nouveau, j'ai pas de photo, rien encore, là, ça va venir. En passant, un gros merci pour les tutos, autant à Christian Proulx qu'à Paul Paradis. Je les ai tous écoutés et réécoutés certains. C'est super bien fait, ça aide énormément. Puis, je me demandais, côté Asière, ben là, j'ai eu ma réponse là, en tout dernier. Là, vous disiez, M. Proulx, que c'était très fiable comme petit ordinateur. Là. Fait que c'était surtout ça. Là, je me demandais, la question de la fiabilité, parce que j'en ai un. En fait, j'en ai deux. Puis, il y a, je sais pas, il y en a un. Ce qui me fait souvent, c'est, mettons, je lui demande là, d'aller me pointer Betelgeuse pour faire la mise au point. Il part, mais il va vraiment très bas à l'horizon, qui n'est même pas capable de faire de plate solving, ni rien. Fait que là, il ne se reconnaît plus. Il n'est plus capable de se replacer. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai fait sur plusieurs étoiles, il fait toujours un plate solving, mais très bas à l'horizon. Des fois, ben, il n'est pas capable de reconnaître le ciel à cause des obstacles qu'il peut avoir. Ça vous a jamais fait ça? C'est jamais arrivé? Moi, écoute, une fois, ça m'est arrivé que je voulais commencer ma mise à station, puis j'ai commencé à pointer vers le sol. Exact, c'est ça. J'étais rendu en Chine, là. Fait que là, j'ai carrément enlevé le pouvoir sur mon EQ6. J'ai enlevé ma monture, j'ai réinitialisé ma monture. Il n'y a pas eu de synchronisation entre la ZR et la monture de Exact, mon c'est chat. ça. J'ai l'impression que c'est ça qui arrive. Fait que moi, j'ai débranché tout. J'ai tout débranché au niveau du pouvoir. J'ai recommencé. À la limite, je ne me souviens pas de votre prénom, là. Stéphane. Stéphane, écoute, à la limite, si ta batterie, tu arrives à la limite du pouvoir, si tu dépasses le 12 ampères, là, des fois, la ZR, s'il manque de jus, là, il capote. Fait que moi, je me suis acheté une bonne grosse batterie maintenant pour être capable d'être en mesure d'avoir un signal électrique indépendamment sur ma monture et indépendant sur mon asière. Je n'ai pas le même feed. OK. Ça reste à voir. Ouais. Puis quand tu arrives à la limite, l'asière, parce qu'il y en a qui. Moi, je mets des bandes chauffantes sur l'asière, mais je ne mets pas ma caméra. J'ai 3 feeds, si tu veux. Un pour mon asière, un pour ma monture, puis un pour ma caméra. Pour ne pas surcharger l'asière. Et okay. ça peut amener des fois des manques de synchronisation entre les deux. J'ai une petite idée là, de qu'est-ce que ça. Ouais, de ce que ça. Si ça peut aider, là, moi, j'ai déjà eu ce problème-là. Puis, la réponse était, dans mon cas, c'était ben niaiseux. J'ai rentré la date à l'envers. Parce qu'il faut y dire quelle date qu'on est, puis quelle heure on est. Il faut rentrer dans l'ordre, je me souviens bien, c'est l'année, le mois et le jour. Exact. Et non pas l'année, le jour et le mois. Non, c'était. Ouais, c'est ça que j'avais fait. C'est ça que j'avais fait, puis la CIAL, il pointait en Chine, justement. Ben oui, j'avoue que là, il n'était pas tout à fait à la bonne date. Ouais. C'est ça. OK, ouais. Non, j'ai éliminé ça. Non, je ne sais pas pourquoi. Peut-être, il y a peut-être le fait là, d'un manque de pouvoir. Ouais, j'ai une idée peut-être d'où est-ce que ça peut venir. Tant mieux. Ben merci.
Puis, si vous me permettez, j'avais une autre question pour le pré-traitement. Dans les premiers tutos que j'ai vus c'était de M. Paul Paradis, on parlait des bias. Maintenant, j'ai vu qu'il y a eu une nouvelle version qui a été de là que je l'ai réécouté, là, une nouvelle version. On ne parle plus des bias, mais des dark flats. En fait, si tu. En tout cas, moi, je suis un habitué des technologies CCD. OK? C'est que tes flats, quand tu fais tes flats, c'est des courtes expositions. Il faut que tu fasses des banques de flats, des banques de bias avec les caméras CCD. Mais par contre, ce que j'ai entendu dire, ça, c'est seulement que si tu ne fais pas de dark flat. Si tu fais des dark flats, tu n'as pas besoin nécessairement de prendre des bias. Là. Ah, OK. C'est ça. C'est un ou l'autre. Ben, moi, personnellement, je ne fais pas de dark flat, mais je fais des bias. Puis, je fais des optimisations de mes flats avec mes dark frames que je prends, mais ça prend le bias. Mais ça, je te parle des caméras CCD. Okay. Maintenant, avec des CMOS, moi, ce que j'entends dire par certains, d'autres disent non, on peut en prendre aussi. C'est un peu ce que Christian disait, là, la bataille des techniques. Là. Le fond, c'est que tu l'essayes et tu regardes les résultats. Regarde, Christian n'en prend même pas de dark puis tout, puis les pros vont dire non, ça en prend. Là, tu sais. Moi, si je n'en prends pas, je n'ai même pas capable de regarder mes images. Non, mais j'en prends. Je veux spécifier, Denis, je ne prends pas des darks à 3 sessions. Je prends mes darks de 3 mois puis ils font un job. Exact. Mais par contre, les flats, c'est une autre affaire. Là. Si vous avez des poussières et du vignetting, puis vous changez votre caméra à chaque fois, mais là, c'est sûr que là, ça prend des flats à chaque session. Là. C'est ça. Non, mais je me demandais, au niveau des bias, j'avais même déjà vu dans une association, il y a quelqu'un qui disait que les bias, ça pouvait être néfaste pour le résultat des photos. C'est pour ça, là, toi, tu as quoi comme caméra? C'est une Asi 6002. C'est des CMOS, ça. En tout cas, des 1200, tu as un full frame, Stéphane. Oui, c'est un full frame. Regarde, il y a deux philosophies pour les CMOS concernant les bias. Moi, j'ai vu une démonstration d'Adam Block que j'ai adoré. Les flat dark, quand est-ce que tu commences à avoir du dark current? À 60 secondes, à 30 secondes, à 5 secondes? Moi, là, si tu fais un essai d'une image de 30 secondes, ça me surprendrait que tu aies un courant sur tes dark. Ton bias puis ton dark qui va être pareil. Ton flat dark va être comme ton bias. Fait que moi, j'utilise pour des expositions qui sont courtes, en bas de 15 secondes, mes bias, ça fait le même job qu'un flat dark. OK. Parce qu'il n'y a pas de courant dans un flat dark de 15 secondes sur un CMOS. Tu vas en avoir sur une exposition de 5 minutes, puis 10 minutes, puis 20 minutes, par exemple. C'est rare qu'on fait des flats de 60 secondes. C'est toujours en bas de ça, 15 secondes. Mais un flat dark, un dark flat, là, un flat dark, c'est un noir de la longueur de ton flat. Ça, c'est l'idéal. Mais ton bias qui a duré 1 millième de seconde, il a la même quantité de charge que l'autre parce que c'est rendu très performant. Fait que tu peux faire des essais. Prends-toi une expression pixelmat, prends ton dark flat, enlève ton bias, puis regarde ce qui reste. Okay. Moi, ce que je fais, là, moi, je fais mes flats sur le ciel parce que je suis automatisé. Là. Je peux faire des banques de flats puis des banques de dark comme la plupart du monde parce que moi, ma caméra, elle ne bouge pas sur mon télescope. Mais en faisant mes banques sur le ciel, moi j'utilise seulement avec des bias, mais je ne fais pas de flat dark parce que c'est trop long, on fait des dark parce que je vais perdre mon ciel. Là, parce que moi, je ne me parle pas de ça. Aussi en plus, oui. C'est sûr, si vous avez un écran flat, là, lumineux, ça, tu n'as pas de trouble, là, tu peux prendre le temps que tu veux. Là. Mais moi, le ciel, c'est très précieux puis l'aurore. Puis à un moment donné, il vient un temps que ça devient trop brillant. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai un temps. Nina le fait aussi des flats sur le ciel. Moi, j'utilise CCD Commander avec de SkyX ou Maxim DL. J'étais un vieux de la vieille, là, mais ça fait très bien la job. Là. Ça fait des beaux. Puis, moi, ce que je fais là, pour les tester, je fais simplement, parce que même des fois, je n'enlève même pas le dark. Là. Je fais simplement, je regarde mon image mon image light. Là, j'étire l'histogramme pour voir bien comme il faut là, si j'ai du vignetting. Puis je prends un flat, je le divise. OK? Je fais une division avec Pixelmat. J'ai ça dans Maxim DL, ou tu l'as dans beaucoup de logiciels. Ouais, puis là, tu vois s'il fait la job. S'il fait la job,
Ah oui, moi c'est comme ça que je les teste. Tu sais. OK. Je fais tout mon pré-traitement, moi, avec Pekinside, de toute façon. Là, je fais juste pour voir vite qu'est-ce que ça ressemble, là, mais je fais des. Qu'est-ce que ça va. OK. On peut faire ça, voir Oui. l'efficacité. OK. Oui, un dark, là, c'est une soustraction. En général, tu prends ton dark le même temps d'exposition que ton image light. Mais un flat, c'est une division. Fait que tu prends ton image light et tu divises par l'image de. Mettons, tu appelles ça qu'un filtre luminant, mettons. Là. Okay. Prends ton light, divise-le par ton flat pour ton filtre, puis tu vas voir s'il va corriger. Si elle vient flat, ton image, parfait. Parce qu'il a fait sa job. Oui, oui. Okay. Puis c'est sûr que tu fais des bandes, tu ne fais pas rien qu'un, parce que si tu prends un flat, puis moi je le laisse sur le ciel, mon moteur ne suit pas, mais tu as toujours des étoiles qui restent, hein? Ça fait des lignes. Il faut que j'en prenne au moins une quinzaine, là, puis je fais mais moi, une éjection. C'est une plaque pour faire des calcage. Ouais. Une plaque pour faire du calcage. Est-ce que ça se peut que l'intensité de mon flat soit trop intense? Ben, il faut que tu t'arranges que ça soit à peu près la moitié de la dynamique. Par exemple, ta moyenne. Je n'ai jamais fait de même. J'ai toujours laissé l'ASIR le choisir, puis le laisser gérer ça, mais je n'ai jamais regardé avec l'histogramme. Qu'est-ce que c'est? L'histogramme, tu ne sais pas le nombre de DU que l'ASIR t'a donné? Non, je ne l'ai pas par cœur, là, mais je me suis. Personnellement, avoir fait le test, généralement, il est toujours trop haut. Je pense que oui. C'est trop haut. Une quinzaine de mille ADU. Moi, en moyenne, j'essaie de me sortir ça à 40. Moi, j'aime mieux 30. Mais... Ouais. Si c'est un 16 bits, c'est autour de 30, c'est ça. Ouais, OK, je vais les faire et je vais aller les voir sur l'histogramme. D'après moi. C'est ça que je fais. Je fais des tests en premier, puis j'établis le temps environ que ça me prend, puis après ça, je le pars en autorun avec le temps prédéterminé, puis ça se fait tout seul. Est-ce que vous le faites sur un écran, quelque chose, vous autres, vos flats avec ça? Ou moi, j'ai un panneau à flat fait pour ça. OK, moi, c'est une plaque de calcage, là. C'est lumineuse, là, mais je pense que c'est un petit peu trop lumineux. Moi, j'ai une question pour Mario. Parce que Mario, il est là. Ouais. Toi, Mario, tu fais-tu tes flats à chaque session? Est-ce que c'est je suis le bon Mario? Oui, le bon Mario Hébert. Moi, je fais mes flats. En fait, pendant des années et des années, j'ai tout le temps fait mes flats à toutes les sessions. Sauf que, je modulais. Mettons, je vais prendre des flats en luminance. Et ça me prenait trop de temps faire les flats pour le RGB. Puis au rapport focal que j'ai, ça ne m'a jamais nui. Probablement qu'avec des plus longues focales, ça nuirait. Mais les poussières sur les filtres RGB étaient pratiquement invisibles parce que c'est un court rapport focal. Mais maintenant, c'est ça, j'ai une flat box et puis je ne pourrais pas m'en passer. Puis là, surtout, depuis que je commence à utiliser Nina, je m'aperçois que la prise des flats, j'ai manqué de quoi pendant plusieurs années parce que c'est tellement facile. Tu pars, il calcule lui-même le temps d'exposition pour chacun des filtres. Et maintenant, je me permets de faire les flats pour chacun des filtres parce que tu pèses sur le piton et tu n'as pas rien, tu n'as pas à régler ta luminosité de ta flatbox, rien. C'est lui qui calcule pour chacun des filtres. Et puis, hier encore, j'étais au parc et puis j'avais des expositions, je pense, de 0,2 secondes pour le rouge, 0,4 secondes pour le vert, puis 0,8 secondes pour le bleu. Fait que 31 flats, je prends tout le temps 31 flats, c'est un chiffre que j'ai choisi comme ça. Et puis, c'est la centaine de flats se sont pris en quelques petites minutes. Je trouve ça tellement amusant maintenant avec Nina que, pourquoi pas, je me permets d'en prendre. OK, tu le fais après ta session au parc. Là. Tu le fais au parc directement. Ça dépend. Ça va selon comment les choses se présentent. Si j'arrive d'avance au parc, qui fait encore clair, je peux faire mes flats en début de soirée. Quoique j'aime bien attendre qu'il fasse noir aussi pour pas que la lumière environnante rentre par la cellule arrière du Newton. Mais en fin de veillée, en fin de soirée, hier, j'ai dit il est 11 heures, OK, je passe au flat.
j'ai mis ma flatbox sur le télescope et puis au bout de, je sais pas moi, 7-8 minutes, toutes mes flats étaient pris. Puis envoyé La dodo. box qui confère la batterie, ça? Moi, elle fonctionne en 12 volts. C'est une flatbox là, homemade. J'ai pris soin là, il y a un bel étalage de LED là-dedans, là, très uniforme, puis ça chevauche complètement là, le tube pour être sûr, parce que toute la périphérie, c'est bien important. Il a fallu que je mette du papier d'aluminium à l'intérieur de ça pour être sûr d'avoir. Le plus dur, c'est pas autant la luminosité comme l'uniformité de l'éclairage. Hein. Fait que j'en ai bricolé un coup, mais la flatbox est efficace et puis elle éclaire vraiment uniformément. Puis même que j'avais un contrôle à distance pour régler la luminosité, mais maintenant, ce réglage-là n'est même plus nécessaire avec les capacités de Nina. Intéressant. Mario. Faudra que tu nous fasses une petite démo de ça. Hein? Ah, Denis, juste pour dire pour tout le monde, en parlant de flatbox, je m'en suis fabriqué deux, moi, maison. Une petite pour une lunette là, qui est à peu près 120 mm de diamètre, puis une en bois un petit peu plus grosse qui est rectangulaire. Effectivement, les problèmes que j'ai eus au début dans mon premier prototype, en mettant les DEL dans le fond de la boîte, ça créait des artefacts d'éclairage. C'était pas du tout uniforme. Ce que j'ai fini par faire, c'est mettre mes DEL tout le tour de ma boîte avec une double diffusion, 2 plaques de plexiglas translucide. Puis c'est uniforme là, comme jamais. Puis effectivement, comme Mario disait, moi je pars ça avec K-Stars puis IndyLib. Puis j'ai juste à dire, OK, regarde, fais-moi tous mes flats RGB, HS puis O3, puis ça se fait tout seul. Ah oui, la diffusion est très. Moi aussi, j'ai 2 plexiglas plus 2 feuilles de papier blanc, tout en sandwich. Là. C'est vraiment, c'est ça qui est important d'ailleurs hein, pour l'efficacité d'un flat, c'est l'uniformité de la lumière. Hein. Puis j'avais peinturé aussi. Toute ma boîte, l'intérieur est peinturé avec une peinture blanc mat. Ça fait que il n'y a pas de réflexion spéculaire qu'elle appelle, je crois. Ça, vous autres, avez-vous choisi, y a-t-il un tutoriel, y a-t-il un site qui montre comment faire ça? Ou bien, comment vous arrangez ça? Ben, moi, personnellement, j'avais une série d'images je dois avoir encore ça. C'est des images qui sont sur mon Google Photos. Là. Puis, on voit un petit peu la progression, là, comment c'est de la bricole. Il faut aimer bricoler, là, mais je dois avoir une série. Pourrais-tu envoyer ça sur Discord, justement, dans une section bricolage, là, parce que ça pourrait intéresser plusieurs, là, parce que c'est justement un nomade. C'est important, quand tu changes ta caméra chaque fois, de prendre tes flats, au moins. Ouais, ben, je trouve intéressant ce que vous avez dit, là. Éventuellement, il faudrait que je regarde si ça existe encore. Là, mais... Ça ne coûte pas très, très cher parce que les petites bandes de LED, on peut acheter ça chez Amazon ou un peu n'importe où. Ça peut même se construire avec ce qu'on appelle du foam core, là, le carton avec du styrofoam entre les deux choses. J'en ai fait ma première, c'était fait comme ça, puis c'était collé avec la colle à chaud. Là, ça fait que... En tout cas, si vous avez des plans, ou des bricolages ou des photos, là, gênez-vous pas de l'envoyer dans Discord pour que ça puisse profiter à nous. Edith, tu avais une question, toi, à propos du ASIR. Tu voulais savoir s'il pourrait... Comme répéteur Wi-Fi, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, Edith. Je ne suis pas capable de répondre à ta question. Je l'ai lu, là. Je pourrais m'informer, puis je te retournerai une réponse. Parce que toi, tu voudrais t'en servir comme répéteur pour utiliser Nina par-dessus ton ASIR. Oui. Pas sûr. Ben, ça doit émettre. C'est un rip à l'interne. C'est parce que je trouve que l'ASIR, on est coincé un peu dans les paramètres, tandis que Nina, c'est ça que j'utilisais avant. J'ai arrêté de l'utiliser parce que j'étais pris avec un fil, il fallait que je sois dehors, tout ça. Mais là, ça a avancé, là, ça a été assez vite. J'avais acheté l'ASIR à cause de ça. Mais là, j'aimerais ça vraiment retourner à Nina, mais être au chaud. Je sais, je veux le beurre et l'argent du beurre, là. Mais j'aimerais vraiment faire de l'astronomie, être à l'intérieur un peu. Puis, Mario pourrait répondre à ça. J'ai fait non plus, là, à date.
Mario pourrait répondre à ça. Lui utilise un petit Wi-Fi, hein, Mario? Que tu branches un port USB? Est-ce que je suis pas sûr? J'en ai perdu un bout. Parce que Edith, elle voudrait elle a actuellement le Easy Air. Plus. Oui. Elle veut utiliser Nina. Donc, ça y prend un ordi, un petit ordi. Tu es d'accord avec ça? Ben oui. Bon, ben, pour être capable d'être à l'intérieur puis prendre le contrôle de son observatoire, comme on fait tous, elle voulait savoir à un moment donné si probablement toi, tu ne connais pas le ICR comme ni moi, là, ça peut être Non. utilisé parce que ça émet un signal, ça, un ICR. Sauf que tu ne pourras pas utiliser un ICR, Edith, parce que tu n'as pas de logiciel de Nina sur ça. Là. Si je peux me permettre une petite suggestion, moi, en fait, j'utilise, étant donné que je n'utilise pas le Windows ou bien le SER, j'utilise K-Star qui est sur Unix ou Linux. Puis j'ai acheté un petit PC qui est fait par Melee. Là, Melee, oui. Ça s'achète sur Amazon. C'est gros comme un petit jeu de cartes. Il est installé sur mon télescope, puis il y a le Wi-Fi avec ça, puis je peux le laisser dehors, travailler de l'intérieur avec. Puis étant donné que ça vient initialement avec Windows, il y a moyen d'installer à ce moment-là Nina probablement, puis de fonctionner de cette façon-là. Puis jusqu'à maintenant, c'est vrai que je suis pas très loin, puis j'ai aussi une bonne antenne Wi-Fi proche du télescope, mais ça fonctionne bien. Il y a vraiment moyen de faire ça très, très facilement, je croirais. Un Minix, tu dis? Non, c'est Melee, M-E-L-E. Ah, OK. Moi, j'ai comme des petits ordi, hein, c'est tout. C'est des petits ordi. Ben, je m'aperçois, moi, que comme j'ai ça, ben, pas ça, c'est un Minix. C'est un petit ordi là, qui marche avec les plus petits processeurs qu'on puisse imaginer, là, un Atom, que ça s'appelle. Ouais. Il drivait très bien Maxime DL. Par contre, avec Nina, ça commence à être plus border. Là, j'ai appris à le tuner comme il faut. Il faut donner une priorité accrue, mettons, là, à PhD Guiding. Mais ça fonctionne. Là. Les deux dernières, je me suis battu solide avec Nina. Et puis, bon, chaque programme va tout le temps avoir ses forces et ses faiblesses. Aucun programme va être complet. Mais les deux dernières soirées, là, ça a très bien tourné avec Nina. Ça a été un petit peu plus long, évidemment, que si j'étais avec Maxime, parce que je suis habitué avec l'autre depuis 15 ans. Mais on s'aperçoit que ça commence à être plus border un petit peu là, sur des petits. Mon Minix suffit toujours. Hein, c'est un tout petit ordi qui est gros comme un sandwich. Et puis, Nina, ça commence à être un petit peu plus exigeant. Parce qu'il garde, mettons, l'historique là, de toutes les photos que tu prends, puis il calcule, si tu lui demandes de calculer le HFR de toutes tes étoiles et tout, ça demande quand même une certaine puissance de calcul. Et puis, il faut faire attention. Je m'aperçois là, que, mettons, j'ai constaté ça là, les 2 derniers soirs que je suis sorti, que le guidage en arrachait des fois. J'ai dit, voyons, comment ça se fait? Puis là, en amenant mon PhD au premier plan, les choses s'amélioraient parce qu'il prenait une priorité, tu sais, en amenant l'application au premier plan, le guidage devenait meilleur. Mais là, tu peux, en allant dans les paramètres, là, quand tu fais contrôle, alter, delete, là, gestionnaire des tâches, je pense que ça s'appelle, là. Tu peux dire PhD, ben, prends une priorité ou passe de moyen à plus élevé à haute. Haute, ben là, même si PhD est en arrière, il continue à guider puis jouer une différence sensible. Le guidage est meilleur. En tout cas, je suis en train de surveiller ça. C'est un site. Mais tout ça pour dire que les programmes évoluants, ben, ça porte. Il faut que les ordis suivent aussi. Là. Oui. Ben, c'est ça. Mais sur Amazon, tu as beaucoup de petits ordis comme tu avais ton Linux. Oui. Là. Maintenant, avec beaucoup de mémoire, puis des ports USB, puis des ports réseau, donc, là. Facilement abordable maintenant, là, comparativement, il y a peut-être 6-7 ans, là, quand on a commencé. Là. Moi, j'en ai un petit, là, c'est un Fitlet, ça vient d'Israël. Ça supporte des températures extrêmement froides. J'avais mis un SSD dedans, là, puis j'ai
ça va super bien. Là. Puis je contrôle tout à distance avec ces deux petits-là, mais ton Ménix faisait la job. Là, puis, c'est un petit peu ma crainte, ça, puis je suis content que tu le dises, Denis, parce qu'à un moment donné, mon Minix a eu la vie tellement dure. Il a passé tellement de nuits à moins 25, moins 30, moins 35 des fois, là. Et puis, je me dis, ouais, tu en achètes un neuf, est-ce qu'ils vont tous avoir les. Mais, ils vont tous être capables de supporter des froids comme ça. Tu sais, là, je me dis, on ne change pas une combinaison gagnante. Ouais. Mais là, ben, je m'aperçois que je suis encore correct pour une autre génération. Il est capable de mener Nina. PhD, sauf que je ne me permets plus de faire du Pix Insight en plus. Souvent, là, OK, ouais. avec Maxime, je pouvais traiter mes images au fur et à mesure avec une vieille version de Pix Insight. Tout ça tournait sur le Minix. Mais maintenant, si je lance Pix Insight et que je le fais travailler un peu, là, Nina va décrocher. Là. C'est ça. Ben, tout dépend des ressources de ton ordi. Si tu as beaucoup de mémoire, si tu as beaucoup de vitesse, c'est un gros disque dur, c'est moins dur que si tu as le minimum du minimum, disons. Ouais. Ben, c'est sûr que comme toi, je mets la mémoire de masse n'est pas suffisante. Moi, c'est tout un petit Moi, j'ai mis SSD 16 portable. 16 gigs. Ouais. Ouais. Moi, j'ai Puis, même photographié à moins 35. Ça, c'était mon plus froid. Puis ça a super bien fonctionné. J'ai jamais eu de trouble. Il est toujours allumé toute l'année. Ça fait à peu près comme 6 ans que je l'ai, lui. J'en ai 2. J'en ai un autre, mon petit observatoire. Je vais en parlerai le mois à la fin du mois, là, à ma présentation, mais ça vaut à peine. Là, puis je regardais sur Amazon dernièrement, là, il y a plein de nouveaux petits ordinateurs très performants, là, puis je pense que c'est abordable, puis ça vaut la peine d'investir, puis justement, ça pourrait répondre à Edith. Là. Sauf que si tu as acheté un Easy Air, puis là, tu dis, j'ai acheté ça, mais je ne peux pas m'en servir si je veux mettre ni là. Tu revends ton Easy Air, Edith. Il va y avoir des acheteurs, c'est sûr. Je vous salue tout le monde. Puis, merci de votre participation. Puis on se revoit sur Discord. À la prochaine.